Meg Granier, bonjour. Nous vous recevons pour un podcast qui s'appelle Graines d'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire, de l'agriculture en Tunisie, de votre histoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je suis Meg Granier, je suis née à Medjezelmab, d'une famille venue de un peu partout en Europe et qui était d'abord passée par l'Algérie avant de se fixer en Tunisie. Dans les années début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e siècle. Et ma vie a été aussi dans divers lieux, en Europe, en France, en Algérie, en Tunisie, de nouveau en Europe, pour diverses raisons professionnelles ou familiales. Et puis je suis revenue en Tunisie à partir de 2007 et je ne l'ai plus quittée. Pourquoi s'être tournée de nouveau vers la Tunisie? Parce que c'était mon pays de naissance d'une part, parce que mon père, dont c'était également le pays de naissance, était particulièrement concerné par la Tunisie, par l'agriculture tunisienne, et que vu son âge, il avait besoin d'aide. Il y habitait? Il habitait là. À ce moment-là. Ok. Et donc votre parcours professionnel, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez fait, les études que vous avez fait, où vous avez travaillé peut-être? La grande partie de mes études ont été faites à la maison via les cours par correspondance. Et puis j'avais deux professeurs assez engagés, mon père et ma mère, l'un qui était histoire géo-économie, l'autre qui était plutôt sciences nature, maths et géologie, botanique. Et donc c'était finalement extrêmement varié et c'était en direct sur le terrain. Donc ça, on a bénéficié, mes frères et sœurs et moi, d'un parcours d'éducation primaire et secondaire qui était, je crois, assez complet. Enrichissant. Et enrichissant. Et par la suite, j'ai travaillé avec eux sur la ferme pendant presque 10 ans. Et puis, à travers les problématiques économiques et politiques qui ont eu lieu après, j'ai cherché une profession. Et j'avais été très attirée toujours par le droit, ce qui m'a conduit finalement à choisir le ministère des Affaires étrangères, parce que c'était facile, et à faire une formation pour devenir fonctionnaire des Affaires étrangères. Et j'ai travaillé surtout dans le domaine consulaire, en Europe principalement, parce que j'aimais l'allemand, donc ça ouvrait beaucoup de portes à l'époque, d'être capable de parler allemand. Ouais. Et du coup aujourd'hui vous êtes trésorière de l'association tunisienne d'agriculture environnementale, présidente de l'association Abel Granier aussi. En quoi votre histoire est liée à l'agriculture? Donc depuis votre enfance vous avez baigné dans l'agriculture. Pourquoi cet intérêt, peut-être j'ai envie de dire, de vraiment se plonger peut-être avec les associations dans les enjeux environnementaux, oui. Disons qu'il y a plusieurs sources à cet intérêt. La première, bien sûr, comme tu l'as dit, Noah, je me suis trouvée dès l'enfance en campagne, en France d'abord, puis ensuite en Tunisie. Et avec une mère qui identifiait toutes les plantes, tous les animaux, qui poussaient à... Donc pour moi, l'environnement, j'appelle ça l'environnement, la création, la nature, ça fait partie de moi depuis l'enfance. Et ça, c'est une chose. D'autre part, même quand je me suis retrouvée dans des pays étrangers, j'ai appris ces pays à travers justement l'observation de la création. J'ai cherché tout de suite les mots, les noms dans les langues où je me trouvais. Donc ça joue un certain rôle. Et en plus, j'avais appris en Allemagne, en particulier, où j'ai été 2 fois 4 ans. J'ai appris en Allemagne le rôle très important que joue la société civile et les associations. Donc c'était normal ensuite de s'orienter vers ce genre de champ d'exercice. Est-ce que vous pensez que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'avoir des associations qui respectent l'environnement?
Je pense que c'est seulement par les associations qu'on peut transmettre la réalité qui nous entoure. L'État peut formuler des lois, peut formuler des règlements, l'administration peut renforcer les obligations, mais c'est la société civile qui va fournir l'engagement et l'explication, la démonstration sur place, l'accompagnement nécessaire. En fait, ça se communique, l'engagement pour un écosystème, et faire comprendre à tous les êtres humains qui travaillent, qui sont nés dans l'environnement, dans un écosystème et qui y participent. C'est plus facile à transmettre sur le plan, je dirais, amical, de relations personne à personne. Donc vous êtes né en Tunisie et puis vous êtes retourné en Tunisie après. J'imagine que vous avez pu voir quand même une grande évolution, beaucoup d'évolution dans l'histoire agricole de la Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez pu observer, peut-être l'histoire de la Tunisie, de son agriculture? J'ai fait des études latin-grec classique. Et donc en Tunisie, les souvenirs de l'histoire ancienne sont là tout le temps. Donc déjà, c'était un acquis. D'autre part, quand nous avons dû quitter la zone rurale, c'était un moment charnière. C'était en quelle année? En 1969. Okay. C'était un moment charnière où la Tunisie se cherchait, après avoir fait tout le parcours depuis l'indépendance, et elle cherchait à résoudre des problèmes de l'économie immédiate. Ils ont fait une expérience justement socialo-communiste qui a secoué le pays, qui a, là en quelque sorte, je vais dire un mot fort, tant pis, trahi les racines de ce pays qui sont essentiellement agricoles et rurales. Et ça a eu des retombées assez lourdes sur la population. Ce qui fait que quand je suis revenue en 2003 déjà, en 2002-2003 en visite, je voyais combien la Tunisie avait changé. Ce n'était plus l'essentiel de la population, n'était plus dans la zone rurale, elle était en ville. Et il y avait tout un problème de paupérisation, de marginalisation qui n'existait pas vraiment avant. Okay. Mais par contre, il y avait toute une évolution positive qui était d'abord la place de la femme, qui venait... j'ai été par exemple, ma première réaction quand je suis revenue avec mon père en 99 déjà, ça a été de voir que les familles sortaient ensemble, les femmes avec les enfants. Quand ils étaient ensemble dans des petits restaurants. Parce qu'avant, ils ne l'étaient pas. Je ne l'avais jamais vu avant. Donc j'ai mesuré tout de suite le chemin parcouru dans ces 10-12 ans. Mais vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette expérience sociale, économique que vous avez abordée, je veux dire. C'est difficile à dire parce que cette expérience, on l'a vécue ensuite au quotidien progressivement. Et il y avait aussi, par exemple, une certaine expérience religieuse qui a différé, qui a changé. À l'époque, c'était plus familial, plus naturel. Aujourd'hui, ça a pris un sens sociologique qui n'existait pas à l'époque. Puisque j'en avais l'habitude, on était complètement immergés dans la société, puisque nous étions très isolés sur la ferme de mes parents. Donc notre milieu, c'était le milieu tunisien rural. Alors qu'après, je vais rencontrer quelque chose de plus sophistiqué, de plus différent. Une autre chose qui m'avait frappée aussi, c'est que l'histoire de la Tunisie avait été perdue, l'histoire ancienne. Et que, à cause de l'expérience de la collectivisation, beaucoup de connaissances pratiques rurales avaient disparu.
les gens étaient partis, ils avaient fait, soit ils avaient migré en Europe pour devenir des ouvriers, ou d'autres avaient fait des études et étaient partis presque sans retour. Et sur place, on n'avait plus de connaissances sur les sols, sur les modes de culture. Parce que je prends un exemple tout simple. Quand mon père a planté ses oliviers, ce sont les gens de Testour et de Ouafala qui lui ont indiqué comment faire une pépinière d'oliviers et planter. Or, si vous lisez Columel, le dernier des agronomes romains au 1er siècle de notre ère, c'est exactement la méthode qu'il recommande. Donc ça s'était transmis. Mais aujourd'hui, on vous dira au contraire que si vous pratiquez cette méthode, c'est dangereux. Pourquoi? Il y a une raison, c'est vrai. Mais la preuve a été faite depuis des siècles que c'est quand même une bonne méthode. Puisque en cassant une souche d'olivier et en multipliant à partir de la souche des jeunes plants, vous avez tout le microbiote qui est en place. Tandis que si vous travaillez avec des boutures ou avec des noyaux d'olive, vous avez un problème au niveau du microbiote qui n'existe pas. Il va falloir le recréer. Et j'imagine, vous parlez de microbiote, mais peut-être plus largement, pour parler aux gens, peut-être à nos auditeurs qui n'ont pas de grandes connaissances dans le sol tunisien par exemple, quelles sont justement les spécificités du sol tunisien? Qu'est-ce qui différencie la Tunisie des autres pays de manière agricole, dans l'agriculture? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence dans tout le Maghreb. Avec simplement une différence de relief peut-être. Les reliefs sont plus importants au Maroc ou en Algérie qu'en Tunisie, au niveau montagne. Mais sur le plan, ce qui caractérise la Tunisie, c'est son extrême diversité de structures au niveau du terrain, et en même temps le fait que presque tous les terrains, à l'exception d'une frange au nord, sont basiques. Ce sont des terrains qui sont alcalines. Donc on a toujours ce problème, c'est qu'à la moindre irrigation faite avec un eau qui est déjà aussi salée, vous avez des remontées de sel, parce que le terrain est déjà salé. Il y a la partie acide, elle est juste dans la bordure des Croumières et vers Bizerte un peu, mais c'est tout. Tout le reste. Et un peu au Cap Bon, vous avez, non pas du terrain acide, mais un terrain neutre, sablonneux en base. Mais sinon, tout est salé en Tunisie, déjà. Et c'est justement cette chose-là que les gens savaient avant, qui sont en train de réapprendre depuis les derniers 20 ans. Parce qu'ils l'ont désappris? Ils l'ont désappris. Pourquoi? Parce que justement, c'est des connaissances qui se transmettent de père à fils, de mère à fille. Mais c'est comme ça que ça se transmettait autrefois. Toute l'agronomie est née comme ça. Et à partir du moment où vous coupez la chaîne, il faut réapprendre, et ça s'apprend par l'observation, par la pratique. Je me rappelle un jeune agronome, enfin maintenant il est assez âgé maintenant, mais il a dit que quand il est sorti de l'école et jusqu'au moment où il a commencé à comprendre comment fonctionnait sa terre familiale, il s'est écoulé 10 ans où, je le cite textuellement, je n'ai fait que des bêtises. Et donc vous pensez qu'aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs doivent réapprendre? C'est pour ça qu'ils en sont très conscients. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du succès dans les actions des associations qui travaillent là-dessus. Et qu'il y a vraiment un effort qui est fait où chacun se rend compte qu'il y a une urgence d'abord en ce qui concerne l'avenir économique de l'agriculture en Tunisie. Et ensuite, parce qu'aussi, on commence vraiment à s'intéresser de nouveau à ce qui se passe hors de la ville. Vous parlez d'avenir économique, mais aussi historiquement et même actuellement, l'économie en Tunisie, quel est le lien entre l'économie et l'agriculture? Qu'est-ce que ça représente? Quels sont les défis peut-être que l'agriculture
et l'économie ont dû relever ces dernières années, décennies, centenaires? La Tunisie est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources en dehors de l'agriculture. Bon, d'ici et là, on commence à trouver du pétrole ou des gaz ou des choses comme ça, mais en général, c'est juste suffisant pour le pays lui-même, ce qui est déjà un grand bien. Mais sur le plan pratique, c'est sa production agricole qui a toujours été sa ressource principale. Et ça date de l'Antiquité. Les Romains, on a dit que la Tunisie, on l'a rabâché même, que la Tunisie était le grenier de Rome. On n'a pas expliqué que l'essentiel, c'était par exemple sa production de légumineuses. Parce qu'à l'époque, on pratiquait vraiment ce qu'on appelle la rotation des cultures, c'est-à-dire qu'on ne met jamais dans le même champ la même culture chaque année. Et la principale mode de culture en Tunisie à l'époque, c'était une année de fèves, une année de céréales, une année de jachère, où on laisse la terre se reposer, refaire ses liaisons, etc. On ne la touche pas. Et les Romains étaient surtout avides de fèves parce que c'était la nourriture principale des populations pauvres. Donc pour tenir tranquille l'économie dans les villes, et qu'il n'y ait pas trop de manifestations et autres, ça existait déjà à l'époque, les émeutes en tout genre, ils fournissaient une certaine quantité de fèves tous les jours. C'était une sorte de revenu d'insertion minimale qui permettait aux gens de se nourrir. Et c'était gratuit. C'était donné gratuitement. Et d'où tiraient-ils leurs fèves? De Tunisie. Ça arrivait par trirème entière. Et aujourd'hui, quelles sont les cultures majoritaires en Tunisie? Les céréales. Les céréales, notamment le blé dur, parce que d'abord c'est l'essentiel de la nourriture, ou c'était l'essentiel de la nourriture il y a quelques années encore en Tunisie. Et il leur fallait la semoule pour le couscous, pour le pain, pour les pâtes, tout est à base de blé dur. Et les autorités avaient tout misé sur l'autosuffisance en la matière. Okay. Le problème, c'est que depuis Ibn al-Awwam, on sait très bien, qui est un agronome andalou, on sait très bien que si on cultive uniquement une céréale sur le sol, si on fait de la monoculture, on épuise le sol. Mais en fait, toute monoculture épuise le sol. Donc on a créé un problème, qui est celui de nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire des terrains qui n'ont plus assez de rentabilité parce que les rendements ont chuté dramatiquement. Là où dans le nord de la Tunisie, on faisait aisément un rendement de 70 quintaux hectare, on est tombé à une moyenne nationale de 20 quintaux, quand tout va bien. Ne parlons pas de l'année dernière. On est descendu en dessous de toutes les limites, mais c'était une année de sécheresse. Oui, qui suivait 2 années de sécheresse. Oui, justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du climat? Est-ce qu'il est particulièrement difficile pour l'agriculture en Tunisie? Bon, le climat a toujours été spécial en Tunisie, c'est-à-dire parce que la position géographique de la Tunisie, à la limite des 2 bassins méditerranéens, le bassin occidental et le bassin oriental, crée un peu des distorsions au niveau climatique. Et surtout, ça je l'ai appris récemment, du fait que les courants de vent qui amènent la pluie l'amènent soit du côté de l'Atlantique, en traversant donc le Maroc et l'Algérie, soit ça remonte directement des régions du Cameroun et de Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est porté par les vents du golfe de Guinée. Et quand ces vents manquent, ou quand il se passe des phénomènes qui semblent aspirer les pluies ailleurs, la Tunisie est privée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière a été particulièrement difficile pour l'Arabie Saoudite et pour la Libye. Ils ont pris toute l'eau, ou le Liban. Ils ont pris toute l'eau. Il y a eu une aspiration dans cette direction. Et la Tunisie a été privée d'eau. Et ça, c'est des phénomènes que nous comprenons aujourd'hui, mais ça a été décrit ces années
À tel point qu'on disait qu'en Tunisie, à peu près, on pouvait compter sur 5 années, on pouvait compter sur 2 bonnes années et 3. D'où l'effort qui avait été fait sur les oliviers et autres plantations qui étaient résilientes. D'accord, elles ont moins besoin d'eau. Elles ont moins besoin d'eau. À part le seul endroit qui était pratiquement tout le temps cultivé, depuis la plus haute antiquité, c'était le Cap Bon. Parce qu'il bénéficiait de 2 côtés d'une humidité qui lui venait de la mer et qui lui permettait de tenir. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous préciser où est le Cap Bon en Tunisie? Le Cap Bon, c'est le bras de terre qui ferme le golfe de Tunis. Et c'est un morceau, on l'appelle le Cap Bon, parce que justement, il a une qualité de terre qui est plutôt volcanique en base, au fond. Son socle est de granit. Et il bénéficie justement, comme je l'ai dit, à la fois de l'influence de la mer au sud et du golfe de Tunis. Et il a d'ailleurs des espèces végétales qui sont assez particulières. Lesquelles par exemple? Un chêne, une sorte de chêne vert qui est particulièrement résistant même au feu. Et il avait des laituyas de Berbérie qu'on ne trouve maintenant plus que dans certaines portions du nord de la Tunisie ou de la région de Zagouan. Et quels ont été les grands enjeux des derniers siècles dans l'agriculture tunisienne, les grands défis, même les dernières décennies, les dernières années peut-être, mais tous les grands enjeux qui ont marqué l'agriculture en Tunisie? Alors, selon Ibn Bendia, qui était le chroniqueur au XIXe siècle des beys de Tunis, le problème de la Tunisie, ça a été justement les conditions climatiques qui ont été assez chaotiques, avec une instabilité politique qui a entraîné des actions de brigandage qui venaient, ou des révoltes qui venaient de droite à gauche et qui ont perturbé la population. Le résultat, c'est qu'il y a eu de nombreuses famines à cause de ça, parce que pour finir, l'agriculture a besoin de paix pour pouvoir cultiver. Si on brûle votre champ de blé au moment de la récolte, si on brûle la ferme et on s'empare des animaux pour les dévorer, si une troupe armée vous fait ça, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a été assez... Il y a la partie début du 19e siècle qui a été assez difficile. Est-ce que justement vous pouvez nous parler un peu plus de ces moments politiques qui ont impacté l'agriculture, ces périodes, ou de points marquants? Bon, le point marquant, ça a été ces périodes-là, où il y a eu plutôt, mes souvenirs sont flous là, dans ce domaine-là. Sur le plan, il y a eu aussi un autre problème qui a posé de grandes questions à la Tunisie, ça a été la propriété des sols. Depuis l'Antiquité, une idée persiste que c'est le prince, le dépositaire de l'autorité, qui possède le pays, la terre du pays. Donc l'idée, c'était qu'il la répartit comme s'il lui plaît. Entre les agriculteurs? Entre les personnes qu'il connaît. Ça a dû créer beaucoup de conflits. Énormément. Et ça a créé des conflits de nord au sud de la Tunisie sans arrêt. Donc il y a eu certains qui sont faits... Il y a eu aussi des mouvements de population qui sont venus, comme par exemple, justement le bey à un moment donné où, à cause des maladies, à cause de la famine, parce que qui dit famine dit ensuite peste, dit ensuite choléra, dit typhus. Et quand les populations sont affaiblies, tout vient avec. Donc vous avez vers le fin du XVIIe siècle, vous avez un problème grave justement des zones rurales qui sont vides. Et en même moment, vous avez l'Espagne qui traverse une crise religieuse et qui fait aboutir à que sont chassés et les juifs et les musulmans. Une bonne partie arrive en Tunisie. C'est les Andalous qu'on va
et les Morisques qui vont arriver sur la Tunisie. Ils vont arriver en plusieurs étapes, en plusieurs flots différents. Et le bey les installe tout de suite en leur donnant des avantages, pas d'impôts, ils prennent les terres qu'ils veulent, et la condition de les cultiver, et ainsi de suite. Donc vous avez à ce moment-là des lieux qui vont revivre, comme Testour, Tébourba, Galatelandlès, Grombalia, toutes ces régions qui vont renaître avec une population qui arrive d'ailleurs, qui est perturbée, qui a beaucoup de mal, qui a d'autres règles, mais qui va gagner une chose vis-à-vis des autorités, c'est qu'on leur donne l'autonomie de gestion d'eux-mêmes et de leurs terres et de leur commune. C'est qui va donner de l'élan. Et j'ai cité certains, mais il y a d'autres endroits où la population justement a changé. Ensuite, vous avez eu, à cause aussi des troubles au sud, vous avez eu des populations qui sont montées du sud et qui sont venues s'installer dans les régions de Maktar et de Kroumiri. Qui sont montés du sud, c'était des berbères pour la plupart, et qui fuyaient des exactions et des violences, et qui se sont installés dans la montagne. Alors, cette histoire est encore à écrire. On a des grandes lignes, mais on n'a pas vraiment étudié à fond ces mouvements de population. Et ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ont amené des méthodes de culture aussi. Oui, c'est sûr qu'il y a énormément de civilisations qui sont passées par la Tunisie, qui sont installées en Tunisie. Et comment la Tunisie a été influencée par toutes ces cultures, toutes ces civilisations C'est son charme à la Tunisie. Oui. C'est ça, c'est ce qu'elle est devenue. Elle est au bénéfice de 3000 ans d'histoire, avec des mouvements de population sans arrêt, du nord, du sud, des occupations qui sont venues, les Vandales sont arrivés. Il y a quand même 80 000 Vandales qui sont arrivés en Tunisie entre le 3e et le 6e siècle, et ils ont disparu, mais leurs gènes sont dans la population. Vous avez les Berbères qui ont bougé justement après s'être battus avec les Romains, puis avoir pris le dessus, puis avoir perdu justement devant les Vandales, et ainsi de suite. Et vous avez ceux qui sont montés du sud, parce que la situation devenait difficile pour eux. Vous avez l'invasion hilalienne, qui est due au non-respect, dit-on, des autorités qui avaient été mises en place par les conquérants d'Égypte, qui n'ont pas payé l'impôt, donc on leur a jeté dessus des populations qui étaient sans ressources, en leur disant taillez-vous donc les terres que vous voulez, là où vous voulez. C'est ça la Tunisie. Mais entre l'influence phénicienne, grecque d'abord, puis romaine, puis vandale, puis chrétienne, en même temps que chrétienne, puis musulmane, et ainsi de suite. C'est ça la Tunisie. C'est sa richesse, c'est son... Et qu'est-ce qu'elle en a tiré, la Tunisie, de ça? J'imagine qu'il doit y avoir quand même des méthodes qui ont été apportées, des méthodes agricoles qui ont été apportées. Il y a des méthodes agricoles, il y a aussi surtout je dirais, la cuisine a changé. Ouais. La façon de cuisiner a changé. Et donc peut-être les besoins aussi. Les besoins, je sais que certains que les Andalous, par exemple, sont arrivés avec des plants d'abricotiers et d'amandiers qu'on ne connaissait pas ici à l'époque. Et des oliviers qu'ils ont amenés de là-bas. Des vignes aussi. Donc chaque population a amené quelque chose qu'elle a implanté. Et aujourd'hui, il est quelquefois difficile de savoir si un végétal est originaire de Tunisie ou s'il est venu d'ailleurs. Ajouté à l'époque coloniale qui a amené encore plus de plantes et de semences et d'arbres, ça aussi, ça compose la Tunisie d'aujourd'hui comme une mosaïque. C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous pensez qu'avant l'indépendance et depuis, l'agriculture en Tunisie a subi un grand changement? Alors, le grand changement a été fait avec la colonisation, où on a défriché des terres qui avaient été abandonnées. Quand la colonisation est arrivée en Tunisie, il y avait quand même 45% de forêt ou de parcours
comment dirais-je, de garrigues en Tunisie. Ok. Aujourd'hui, il y en a 5%. Mon père, par exemple, dans la région du Kef, a assisté à la destruction de toute une forêt de résineux. Il avait à ce moment-là 11-12 ans et il se rappelle qu'il se demandait mais pourquoi ils font ça? Pour planter à la Pour place. planter du blé. Parce que l'idée, c'était des gens qui venaient vous voyez, dans la France et l'Europe de réclamer du blé, de l'orge et de l'avoine. Et donc, on a suivi les besoins du marché. Ça a duré jusqu'en 1930 à peu près. En 1930-35, les colons ont commencé à faire marche arrière. D'abord parce que des écoles se sont créées. Et c'était créé déjà depuis un moment d'agronomie. Ils ont commencé à se rendre compte qu'ils faisaient fausse route. Que les terres tunisiennes n'étaient pas adaptées à ce genre de culture extensive. Le climat non plus. Donc ils commençaient à réfléchir là-dessus, mais ils n'ont pas eu le temps. Il y a eu à ce moment-là la partie la guerre, puis l'indépendance. Et donc à ce moment-là, les Tunisiens, en prenant en charge leur propre terre, avaient le même problème que les colons. Ils ne connaissaient pas. À moins, sauf dans des zones où les communautés rurales étaient fortement implantées, où ça a tenu, et ça a tenu longtemps. Et que les zones où les communautés rurales étaient bien implantées, le système a tenu assez longtemps de production agricole. Le problème aujourd'hui, c'est que, comme j'ai dit, tout a été fortement perturbé par l'expérience de collectivisation qui était inadaptée à la façon de penser des Tunisiens. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'était que ça? C'était simple, on a nationalisé toutes les terres. D'accord. On a nationalisé toutes les terres pour les regrouper en coopératives, sauf que normalement, dans une coopérative, les personnes conservent la propriété de leurs terres. Là, elles l'ont perdu. Elles l'ont perdue. Et ça, pour les Tunisiens, ça a été terrible. Et les récoltes? Et les récoltes vont au trésor de l'État, qui répartit. C'était totalement collectiviste. Et ça, c'est impossible à concevoir. Dans un pays comme la Tunisie, c'est impossible, c'est tout. D'ailleurs, ça n'a pas mieux marché dans d'autres pays. Hein. Mais en Tunisie, ça a été tout de suite. L'échec et le refus, en quelque sorte pacifique, parce que, quoique quelquefois, il y a eu des révoltes. Mais la majeure partie des cas, les personnes ne se sont pas rebellées, mais elles ne comprenaient pas ce qui arrivait. Et donc, comment ça s'est manifesté, ce refus? Je dirais par la fuite. L'immigration a commencé à ce moment-là. D'accord. Ou se réorienter vers des métiers. Et puis il y a eu des drames, hein, parce que j'ai connu des personnes âgées en particulier qui se sont pendues aux oliviers qu'on leur avait enlevés. À représenter leur vie. Ça représentait leur vie. Un paysan peut difficilement supporter qu'on le prive de sa terre. Et j'imagine que ça a quand même grandement impacté négativement l'agriculture en Tunisie, mais comment ils s'en sont remis? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que... Le problème s'est posé au niveau de l'État qui s'est confronté pragmatiquement à une réalité, c'est qu'il n'y avait plus d'agriculture. Mais ils n'ont jamais... En 1990, il n'y avait plus d'agriculture. Personne n'a jamais aussi récupéré ses terres, ou si? Si. Là, à partir de 90, le gouvernement en place à l'époque, était mis en place par le président Ben Ali, a laissé la possibilité à ceux qui avaient les documents prouvant leur propriété de reprendre leurs terres, à condition qu'ils soient de nationalité tunisienne. Le problème, c'est qu'il y avait certains qui avaient perdu leurs documents. Donc il y en a certains qui n'ont jamais récupéré leurs terres, surtout dans la région de Béja ou du Kéron. Et c'est l'État qui a récupéré ces terres? Où elles ont été abandonnées. Donc il y a des terres qui ont été carrément abandonnées. Et qui aujourd'hui sont encore abandonnées? Et qui sont encore aujourd'hui abandonnées ou squattées par des gens qui ont le droit d'occupation. Parce qu'après tout, s'il n'y a aucune preuve possible, il faut bien que la vie continue.
Et donc les personnes les familles qui sont revenues, qui ont repris leur terre, se sont trouvées démunies parce que, comme le disait dans un autre cas et dans un autre pays, quand on vous rend la terre nue, vous avez quitté une ferme avec des bâtiments, des moutons ou des vaches, du matériel, des réserves de fourrage, et que vous rend une terre nue, il n'y a plus de bâtiments, parce que 30 ans ont passé. Et qui n'a pas été travaillé aussi. Qui n'a pas été travaillé ou sommairement travaillé. Vous n'avez plus, le bétail a disparu, et vous n'avez pas, on vous rend la terre, mais on ne vous donne pas pour autant les moyens de vous lancer. Donc ça a été extrêmement bon. Et la plupart des Tunisiens ont récupéré leur terre, hein, la plupart. Mais ça a été un moment très pénible. Celle qui a écrit La femme rurale s'est retrouvée comme ça, justement, à la tête d'une ferme. Mais elle était une universitaire plutôt, donc elle ne savait pas trop comment faire. Et elle a demandé à un de ses fils de revenir et de prendre c'est d'ailleurs lui qui a été un des pionniers de rechercher les moyens de remettre en valeur ces terres. Et si aujourd'hui, par exemple, on pourrait prendre un grand défi, un enjeu auquel aujourd'hui la Tunisie fait face, ça serait lequel? L'épuisement des ressources en eau. L'État a essayé par tous les moyens de relancer l'agriculture, et il a essayé par tous des plans successifs et depuis longtemps, des plans de 5 ans, d'essayer de mettre, selon les études qui étaient faites sur le plan agronomique et socio-économique, d'essayer de mettre en route des projets qui permettaient de relancer l'agriculture. La première chose, c'était bien sûr d'arrêter l'érosion des sols à cause du climat violent de la Tunisie, qu'on passe de la chaleur extrême à des pluies violentes qui emportent tout, et ainsi de suite. Donc on a fait des travaux de défense et retenue des sols, de façon autoritaire, ce qui fait que les paysans souvent n'ont pas accepté. Quand ils étaient de nouveau là, ils n'ont pas accepté la méthode, mais bon, c'était légitime d'essayer d'arrêter le désastre que représentait le ruissellement des eaux à la surface du sol. Mais seulement, il y avait d'autres méthodes, mais à cette époque, personne ne les mettait en valeur. Et deuxièmement, il a poussé à l'irrigation pour produire le maximum sur les terrains qu'il était possible de cultiver. Et surtout, il a poussé vers le maraîchage et la production fruitière. Et ça a marché? Ça a marché. Ah oui, non, il y a eu des résultats probants. Sauf que, encore une fois, on a épuisé les ressources d'eau parce qu'elles étaient déjà limitées, puisque les pluies étaient limitées en Tunisie, qu'elles étaient aléatoires. 2, si on puise dans les eaux profondes, ça devient encore plus grave, puisqu'on fait baisser les nappes phréatiques et donc les arbres meurent. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Les oliviers qui sont plus que centenaires meurent parce qu'ils n'atteignent plus la nappe phréatique. Et ainsi de suite. Donc il y a eu des solutions qui ont entraîné de nouveaux problèmes. Et donc aujourd'hui, la première chose, c'est d'arriver par tous les moyens possibles de réduire le volume d'eau consommée, d'une part, de collecter toutes les eaux qui sont disponibles. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 36 milliards de mètres cubes, quand même, en année normale, qui tombent sur la Tunisie. Et nous perdons les 3/4 de cette manne, de cette richesse. Nous la perdons par ruissellement, nous la perdons par évaporation, parce que les terrains nus, tout s'évapore immédiatement. Donc de là vient le travail des ONG qui essayent de dire il faut planter pour retenir l'eau. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'un arbre, c'est pas seulement parce qu'il est beau qu'il vous donne du fruit, il exerce sur la terre une certaine pression. Et cette pression fait monter l'eau. Donc,
si vous plantez des arbres, quels qu'ils soient fruitiers, il ne faut pas non plus les arroser comme des malades. Il faut que l'arbre fasse l'effort d'aller chercher, lui, l'humidité qu'il peut trouver. Sinon, dès qu'on arrête d'arroser, il meurt. Il meurt. C'est ce qui arrive, actuellement. C'est ce qui arrive avec les agrumes, alors que les agrumes sont quand même des arbres résilients. Vous n'avez qu'à voir ces arbres, ils ont pas trop été arrosés cette année, pour cause, il n'y avait pas d'eau. Mais regardez-les. Et avec aussi le problème du changement climatique, ça risque aussi de raréfier encore plus l'eau. Comment la Tunisie va s'adapter? Je pense que l'adaptation est possible. C'est simplement une question d'un travail d'ensemble et de solidarité intelligente. Vous savez, quand on observe ce qui reste des infrastructures du temps des Romains ou des Phéniciens, vous êtes frappé par la quantité de citernes qu'il y a en Tunisie. Des citernes immenses. Mon père en a trouvé jusqu'en haut du Jebel qui dominait notre ferme. Il y avait des citernes de 600 mètres cubes et qui étaient alimentées par un système de terrasses. Donc le ruissellement des eaux convergeait vers la citerne. Et cette citerne, donc, chaque terrasse était irriguée par l'eau de la citerne supérieure. Donc ça, vous pensez que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place? Je pense qu'on peut le refaire. Puisque ça a été fait, on peut le refaire. Ça permettrait de... Déjà. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, nous, il n'y avait pas une seule maison qui était construite sans sa citerne. Mon père a bâti une maison à Medjazebab, il a fait comme tout le monde. Il y avait une citerne de 25 mètres cubes. Et c'est accessible les citernes à construire, même pour les petits agriculteurs? Là, je dirais que c'est prioritaire. Mieux vaut construire une petite maison avec 2 pièces et construire une citerne de 25 mètres cubes plutôt que de construire une maison avec 5 pièces et pas de citerne. La citerne, c'est pour récolter l'eau de pluie? Oui. Donc toutes les toitures et tous les espaces qu'on peut autour de la maison qu'on peut bétonner pour diriger l'eau vers une citerne. Et cette eau, elle servait uniquement à l'agriculture ou aussi... Elle sert déjà à la vie de la famille. Aussi, pour se laver par exemple. Et par contre, à côté, vous pouvez faire d'autres citernes à d'autres endroits ou des retenues d'eau dans les oueds pour l'irrigation. Mais c'est ça qui doit être fait en priorité. C'est collecter l'eau de toutes les manières possibles. Ok. Et comment vous voyez, parce que ça ce serait l'idéal de construire des citernes pour s'adapter au manque d'eau, mais comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez que ça va être fait? Comment on peut contribuer aussi à peut-être... La deuxième façon, c'est de planter. Parce qu'on se rend compte, et ça c'est une des expériences les plus intéressantes que nous avons fait depuis 2003, c'est qu'en maintenant une couverture végétale sur les sols, vous maintenez l'humidité dans le sol. Et si vous maintenez l'humidité dans le sol, vous allez maintenir la circulation de l'eau de haut en bas sans arrêt. Et ça donne... Alors il y a aussi un autre phénomène, c'est que l'évapotranspiration que l'on a condamnée pendant des années, des végétaux qu'on essayait par tous les moyens d'empêcher, est une erreur dans la mesure où elle influe sur l'atmosphère immédiate et fait un appel d'air. Et avec l'appel d'air vient évidemment le nuage et la pluie. Sans compter qu'elle appelle aussi autre chose, c'est que l'humidité elle-même retombe en rosée. Et depuis l'Antiquité, on disait que mieux valait encore une rosée abondante qu'une pluie. Donc c'est tout un phénomène. Justement, l'agriculture est un tout, et c'est pour ça que nous parlons, nous, d'agriculture environnementale, c'est qu'elle s'insère dans l'environnement réel, naturel, qui est celui de l'agriculteur. Et c'est ça qu'il doit apprendre, c'est à remaîtriser ces choses qui ont été connues, qui ont été oubliées, et profiter en même temps de tout ce que la science aujourd'hui a découvert sur les sujets en cause. Tant sur l'eau, la productivité de l'eau, comme on l'appelle aujourd'hui, que sur la végétation et la façon dont ça marche. Donc, chaque arbre, chaque brin d'herbe est un laboratoire.
un laboratoire qui économise l'énergie au maximum, puisqu'il utilise l'énergie du soleil, et qu'il fait des échanges continus avec l'atmosphère. Pour ça, souvent, je ne suis pas du tout d'accord avec certains. À titre personnel, qui maudissent aujourd'hui l'élevage sous prétexte que l'élevage émet du méthane. Ça dépend ce que vous donnez à manger aux bêtes. Hein. Et de la quantité, parce que le problème aussi c'est la surconsommation de viande qui est parfois amenée à des... Exact. L'être humain n'a pas besoin de se bourrer de viande tous les jours. Hein. Ouais. Il y a bien d'autres choses qu'on peut manger d'abord. Bon, ce n'est pas inutile, parce que la viande apporte des quantités de fer directement assimilables qui ne sont pas toujours trouvées, même dans les légumineuses, qui pourtant apportent du fer, mais quand même. Mais pour autant, vous n'avez pas autrefois on mangeait de la viande au jour de fête. Hein. Le reste du temps, on se contentait de légumes. Oui, et puis de la bonne viande, parce qu'aujourd'hui, on a créé aussi de la viande qui vient de l'autre bout du monde, et c'est ça qui a créé de la pollution énorme. Je vous garantis que tant que je vivrai, je ne goûterai certainement pas de la viande synthétique. Hein. Plutôt manger que des légumes complètement, que de... Et vous avez un conseil pour les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, les jeunes générations, une bouteille à la mer, un message impérissable? Le premier, c'est de se rappeler que ne pas rêver, ça serait le premier message. Affronter la réalité et observer ce qui se passe autour d'eux. Et essayer de comprendre comment fonctionne la nature qui les environne. J'ai toujours pensé, je crois que, je ne sais plus qui l'a dit avant moi, c'est que l'agriculteur est une des rares professions, un art, disait un des agronomes des temps passés, c'est le seul qui travaille en direct sur la vie. Donc, puisque tu es au centre de la vie, observe comment elle fonctionne. Avant de te lancer dans vouloir exploiter cette vie, parce que tu vas la détruire si tu la manipules mal. Mais si tu la manipules bien, si tu en fais autant le serviteur que le dirigeant, tu vas obtenir des résultats étonnants. Parce que la nature est là, de toute manière. Et elle reprend ses droits à tout moment. Tu lâches un terrain et il pousse toutes sortes de choses. Donc, essaye de voir comment ça marche. Je me rappelle un agriculteur du nord de la Tunisie qui a découvert que, en fait, s'il faisait rien pendant l'été, il ne labourait pas, il ne faisait rien du tout, son sol se couvrait de plantes qu'il ne comprenait pas, mais ça faisait un couvert végétal qui protégeait le sol de la chaleur. Et vous avez une œuvre, un livre à conseiller, ou plusieurs? Les meilleures choses, ce serait de relire justement les agronomes des temps passés. Parce qu'on apprendrait que beaucoup de nos découvertes d'aujourd'hui existaient déjà il y a 2000 ans. Donc des guides pratiques? Des guides pratiques, oui. Il y a plusieurs guides pratiques qui sont... les meilleurs sont ceux qui à la fois donnent des évaluations des coûts de production et de comment les réduire. Et puis il y a des guides pratiques comme celui que l'association a fait, qui donne des rappels sur l'essentiel de l'agriculture, c'est quand même le sol. Et que le sol est un milieu vivant. Donc c'est ça qu'il faut appréhender dès le départ. C'est un milieu vivant. Si votre sol est inerte, vous pouvez faire un parking à la place. C'est tout. Mais vous pouvez aussi le rénover. C'est possible. Et un des exemples qu'on va faire, l'association a l'intention de travailler avec un consortium de scientifiques méditerranéens, c'est de montrer comment on sait tout de suite si un sol est vivant ou pas. C'est simple, de mesurer simplement la respiration du sol. Si le sol respire, c'est qu'il y a tous les micro-organismes là.
ou du moins une bonne partie. S'il n'y a aucun oxygène, aucun carbone qui se dégage de l'échantillon de terre que vous avez, eh bien, mes pauvres, vous avez du boulot. Hein. Est-ce que justement, pour finir, vous pouvez nous parler un peu plus de l'association et quels sont ses objectifs? L'association est née justement de constatation que nous avons fait en 2002-2003, c'était le besoin criant d'accompagnement. Les gens avaient été devant des terrains qui comprenaient mal, qui ne marchaient pas, des plantations qui échouaient, des arbres qui tombaient malades, alors qu'on les avait, normalement, ils se rappelaient quand même du temps de leur jeunesse ou de leur enfance, où les arbres n'étaient pas malades. Donc, qu'est-ce qui se passait? Donc, la question, c'était de faire face à ces questions, et la seule façon, c'était d'être avec eux dans le champ, de regarder ce qui se passait, de pouvoir identifier, puisqu'ils n'avaient pas encore les appuis techniques pour les aider. Les numériques aussi? Les instruments numériques étaient faibles, déjà encore. Ils commençaient, mais c'était pas très... Et surtout, l'agriculture n'était pas un thème. Elle commence à le devenir, un thème. Donc c'était cet accompagnement dans le champ, en essayant avec eux de chercher des solutions qui pouvaient rendre une récolte à des sols épuisés, dégradés parce que c'est deux choses. Un sol épuisé, c'est un sol qui n'a plus de matière organique, plus de minéraux. C'est à différents degrés. Et on peut identifier par la végétation même qui subsiste. Et puis, vous avez le sol dégradé. Et le sol dégradé, c'est celui qui a été en plus pollué. Vidé de ces micro-organismes qui peuvent agir, et ainsi de suite. Je rappelle que toute plante ne peut vivre que si elle a un microbiote. Et le microbiote est constitué par différentes sortes de micro-champignons, de micro-algues, de bactéries de toutes sortes. Il n'y a pas qu'une seule bactérie, ce sont des véritables consortiums. Ce sont ces micro-organismes qui sont dans le sol, qui se groupent autour des racines des plantes et qui vont la nourrir parce que c'est eux qui font le transfert des minéraux en solution. Et une plante ne peut absorber que des solutions. Les minéraux en direct, le calcium en direct, elle ne peut pas. Elle a tout le temps besoin que quelqu'un lui mâche, que quelqu'un lui prépare la pâtée. Et en échange, elle fournit des glucides par justement sa respiration, par la photosynthèse. Elle fournit des glucides aux micro-organismes qui en vivent. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Si vous n'avez pas ce partenariat gagnant-gagnant, vous avez un problème. Et à ce moment-là, la plante est faible. Et si elle est faible, elle attrape tout ce qui passe, en microbes, etc. Parce qu'en plus, ce sont ces micro-organismes qui créent la résistance aux maladies, puisqu'ils préservent leur végétal. Ils en ont besoin. La plupart... quelqu'un a fait une remarque au sujet de ce qu'on dit sur les antibiotiques. De plus en plus, il y a des résistances à l'antibiotique, aux antibiotiques. Et on reproche l'usage excessif des antibiotiques dans la santé humaine. Vrai, mais pas seulement. Des arbres vivent avec des antibiotiques fabriqués par leurs micro-champignons. Ça les défend. Donc, si vous ne faites pas attention, parce que vous pouvez en fait manger des plantes qui sont déjà imprégnées de certains antibiotiques. À ce moment-là, justement, il faut faire attention que ce n'est pas ces antibiotiques-là qu'il faut utiliser. Non, ces sources d'antibiotiques qu'il faut utiliser pour votre santé. C'est des choses qui viennent d'être... Il y a 2-3 ans qui ont été mis en valeur. La science avance et ça arrive à leur deuxième objectif de l'association, c'est de faire l'interface entre l'agriculteur et la science en lui mettant à disposition justement cette évolution constante de la science pour ses réponses. J'en profite pour dire justement que l'association est disponible au contact, que aussi le guide des bonnes pratiques agricoles est disponible aussi au siège de l'association. Voilà. Je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce podcast Graines d'avenir. Merci, mais... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non, je crois que vous aimeriez...
Je crois que j'ai assez parlé. Très bien. Il y a beaucoup de points qui pourraient être approfondis, Oui. mais ça, l'association est là pour ça. Ouais. Et peut, avec tout son ensemble de ses partenaires et de des équipes techniques, elle peut faire les démonstrations et les nécessaires. Et les formations. Merci.